parmi nous aujourd'hui, et ce dernier est un conseil d'administration à l'université. Il me demande donc de vous souhaiter à tous la bienvenue et se réjouit de cette manifestation. Je tiens personnellement à féliciter et à remercier une nouvelle fois le Centre d'études et de recherche sur les contentieux, le CERC, et plus particulièrement son directeur, M. Pascal Richard, pour le dynamisme et pour l'énergie qui émane de ce centre, pour tous ces beaux projets qui voient le jour, pour ce travail d'équipe qui connaît un véritable succès. Et aujourd'hui encore, le CERC nous offre un beau colloque, organisé sous la direction scientifique de son directeur, mais également de M. Lequignot, maître de conférence en droit public à la faculté de Toulon. Cette manifestation réunit de nombreux centres de recherche et a de plus pour mérite de nous présenter des personnes de qualité, tant humainement que scientifiquement. Il m'est impossible de m'adresser à tous les intervenants de façon individuelle, alors je remercie pour leur présence les professeurs, maîtres de conférences, doctorants, professionnels du droit, qui sont venus de Rennes, de Poitiers, de Reims, de Marseille, de La Rochelle, de Tunis, de Londres, de Malaga, afin d'animer ces 2 journées. Quel beau voyage intellectuel! Le colloque qui a lieu aujourd'hui est dédié à un thème dont tout porte à croire qu'il va donner lieu à de passionnantes interventions. L'approche pluridisciplinaire du thème retenu, le droit dans les fictions, romans classiques, romans graphiques, a vocation à étudier, je cite, comment l'espace de narration qui se développe au sein de certaines fictions exprime à sa manière l'eidos du droit. Comment le droit est-il représenté dans des univers narratifs spécifiques? Si la présence des fictions dans le droit fait l'objet de la plupart des enseignements dispensés dans les facultés, l'étude de la présence du droit dans les fictions reste un terrain peu exploré. Alors que ce colloque soit l'occasion de s'interroger, de réfléchir et surtout qu'il soit un lieu d'échange. Permettez-moi une nouvelle fois de remercier toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont fait que ce colloque puisse se tenir. Je vous souhaite à tous des travaux fructueux. Merci. Merci pour ces propos. Je vais me joindre à vous. Je serai court. Vous savez, on a la chance de co-organiser ce colloque à 2. Et il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Alexis a été sur l'organisation de cet événement un élément moteur. D'abord parce qu'il a eu une idée, ce qui est quand même pas le moindre des choses. Et puis parce qu'il a été constamment un soutien, qui est un soutien efficace et puis mauvais. L'efficacité et la loyauté, ça je salue. Alors, je vous disais, je serai rapide. Alors d'abord, je vais commencer par des remerciements, c'est des lieux communs, mais là aussi, les remerciements, il convient toujours de les énoncer. Alors merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Merci aux membres du Centre de recherche, d'études et de recherche sur les contentieux. J'en vois un certain nombre dans la salle. Merci à Laura qui a été un pilier, mais c'est pas évident, qui a été quelqu'un d'éminemment, d'infiniment, remarquablement efficace. Donc, merci. Merci aux doctorants et puis merci aux étudiants, parce que les étudiants, c'est la matière même de cette université. Alors ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui, on les aurait souhaité plus nombreux. Mais malheureusement, nous sommes dans une période universitaire assez embarrassée, puisqu'il y a pendant 3 jours des examens à la faculté. Et puis, comble de malchance, on a non seulement des examens sur 3 jours, on a également un certain nombre d'événements d'événements, le printemps de l'université et autres douces amabilités qui distraient un certain nombre de nos étudiants. Ça, c'est pour les remerciements. S'agissant de ce colloque, je vous disais, je n'ai pas eu malheureusement, l'idée de la thématique, mais je m'y suis en tout cas attelé avec passion parce que je trouve que l'idée est remarquable. Le droit et les romans, classiques, graphiques, je crois que ça a tout à voir en réalité. Parce qu'il s'agit de 2 systèmes de narration qui peuvent dire quelque chose du droit, qui peuvent énoncer quelque chose sur la réalité du droit, sur son devenir, sur son essence. Alors je me faisais gentiment charrier ce
question, mais je crois que c'est vrai. Si je voulais parler mais riche, je dirais que ça a quelque chose à voir avec l'ontologie du droit. Ça peut nous dire quelque chose sur ce qu'est le droit lui-même. En allant au-delà de simple banalité ou d'évidence. Si certains de mes étudiants sont dans la salle, ils savent qu'il est très difficile pour un juriste d'échapper à cette mauvaise tautologie selon laquelle le droit, c'est ce que le droit considère comme étant du droit. Une fois qu'on a dit ça, on est censé avoir répondu à la question et pourtant on n'a rien dit. Alors, essayer d'aborder les phénomènes de juridicité sous un angle différent, c'est-à-dire en utilisant un autre point de vue, un regard externe, eh bien c'est peut-être plus efficace. Et ça nous amène à nous poser la question de savoir en quoi la littérature, vous savez, c'est ces textes qui vous touchent à l'âme, ceux qui vous concernent de près. En quoi la littérature, la grande littérature, est-ce qu'il y a une petite, est-ce que la littérature finalement peut être un objet de connaissance? Alors il y a là matière à réfléchir. Pour certains, le droit, pour certains, la littérature a vocation à décrire la vie. Pour certains, la littérature a vocation surtout à décrire la vie de l'écrivain. Et puis pour d'autres, et puis c'est une école à laquelle je me rattache, par exemple à Proust, mais la littérature c'est simplement la vie en acte, la vie en mouvement. La littérature c'est quelque chose qui est intimement lié à la vie. Alors c'est vrai accepter ce point de vue, ça peut donner la sensation, mais là aussi, vous verrez, je pense que c'est une sensation fausse, que finalement cette étude manque de profondeur. Ça manque d'analyse, ça manque de référents analytiques. Ça serait quelque part en surface, ça donnerait une impression, un sentiment de juridicité, quelque chose qui serait finalement en surface. Mais bizarrement, je crois que c'est l'avantage même de la littérature au regard de la connaissance du droit. Si la littérature c'est la vie, je pense qu'en réalité, il faut apprendre par la littérature comme la vie nous apprend à vivre. Vous savez, il y a une citation que j'aime bien, une citation de Paul Valéry. La citation, c'est pas la seule, rassurez-vous. Paul Valéry disait, toujours à ce moment-là où vous oubliez la citation, il disait ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est sa peau. Alors, dit comme ça peut prêter à sourire. Et je crois qu'au-delà du vague sourire que ça peut susciter, il y a quelque chose là aussi très profond. Je crois qu'en réalité, la littérature, et pour prendre au pied de la lettre Paul Valéry, la littérature c'est quelque chose qui est à fleur de peau, qui met la vie à fleur de peau. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va nous permettre de caresser la vie et de nous permettre de comprendre que le droit, eh bien le droit il est lui-même dans la vie. Pour échapper à cette mauvaise tautologie selon laquelle le droit, c'est ce que le droit dit du droit, ça n'en est pas loin, peut-être qu'il faut mettre le droit dans l'immanence de sa pratique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant ces trois demi-journées. Alors avec trois thématiques différentes, une première thématique c'est qu'on va démarrer aujourd'hui, où on va essayer de voir si dans la littérature on peut dire quelque chose de l'essence du droit. Et puis une seconde thématique qu'on abordera demain, dans laquelle on se rendra compte que le droit il n'est pas pour lui, que le droit il est pour le monde, il est confronté au monde. Et dans ce cas-là, vous verrez les sociologues, les historiens, les démarches qui sont des démarches peut-être plus descriptives de ce que peut dire la littérature du droit, vont avoir leur intérêt. Et puis enfin une dernière journée, une dernière demi-journée, dans laquelle on va essayer de dégager, alors comment dire ça, les potentialités, les virtualités. On va essayer de voir comment la littérature peut apparaître, peut se présenter comme une sorte de laboratoire de ce qui s'énonce et se pense à l'égard du droit, un champ des possibles. Alors, l'ontologie, la confrontation entre le droit et le monde, et puis le champ des possibles, l'ouverture à une virtualité du droit au travers des fictions. C'est la thématique, l'articulation qu'on a essayé de mettre en place. Alors on a essayé de la mettre en place, cette articulation, en confrontant deux éléments qui peuvent paraître à certains comme inconciliables. Avec Alexis, on a fait le pari de dire que c'était pas vrai. C'est un peu la pire qu'on a dit, c'est pas vrai. Et je vais lui laisser la possibilité de le défendre. Je crois qu'en réalité, les romans graphiques et les romans classiques, ce sont deux systèmes de narration. Et ça veut dire qu'au moins, ils ont ceci en commun. Voilà. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à notre collègue qui aura une chose bien plus intéressante pour vous aussi.
remerciements, puisqu'ils l'ont déjà très bien fait. Donc évidemment, je remercie tous les collègues d'avoir accepté de venir pour traiter de ce sujet, qui me tient particulièrement à cœur, comme l'a rappelé Pascal, mais à mon avis, il a été un peu trop modeste, parce que le point de départ de ce colloque, j'allais dire, est bien antérieur à la période récente, et remonte probablement à mes jeunes années d'étudiant, où j'avais, si ma mémoire est bonne, demandé à mon chargé de TD de droit administratif, est-ce que Spiderman pouvait être un collaborateur occasionnel du service public? Ce qui, je dois l'avouer, l'avait beaucoup fait rire, mais l'avait quand même un peu ennuyé sur le fond de la question. Donc, effectivement, depuis que je suis arrivé à Toulon, je m'interroge, je suis collaborateur de la Bourget, je suis un grand fan de bande dessinée, et la bande dessinée est considérée par beaucoup, y compris par nombre de nos collègues, comme, disons, un art futile, quelque chose, une idée qui est légère. Or, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas de mode d'expression qui soit plus léger qu'un autre. On classe les arts, on parle de 6e art, 7e art, 9e art. Je pense que beaucoup de modes d'expression, tous les modes d'expression sont dans une certaine mesure équivalents. Évidemment, j'ai une certaine préférence pour certains auteurs classiques, à certains rappeurs contemporains, mais j'ai tendance quand même à penser que beaucoup de discours sont intéressants, quelle que soit l'image qu'ils ont, que ce soit au niveau de la société ou dans le milieu académique. Et je pense, à titre personnel, que dans la période contemporaine, c'est pour ça que je suis venu parler à Pascal de mon idée sur les bandes dessinées, parce que je connais son intérêt pour la question, mais pour la question plus globale, on va dire, des rapports entre droit et littérature. Et on a eu de très très nombreuses discussions et des échanges qui sont pour moi le vrai point de départ du projet de colloque. C'est par l'échange à l'université que la réflexion se développe. J'ai toujours tendance à penser, je ne me rappelle plus qui est-ce qui m'avait dit ça, mais je pense que c'est une des choses les plus intelligentes que me dit un enseignant à la faculté de droit pendant mes études. On pense qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. Et en discutant avec Pascal, je lui ai parlé justement de certaines choses que j'avais remarquées à la lecture de bande dessinée. Si on regarde sur une époque plus ancienne, mais les collègues interviendront sur ces sujets-là, la littérature, on peut retrouver cette idée dans la peinture, une période plus récente dans le cinéma, on peut retrouver dans la musique, mais dans la littérature, pendant longtemps, on avait des systèmes de narration, pour reprendre l'expression de Pascal, qui disaient quelque chose par rapport à la société, par rapport au droit. On retrouvait notamment beaucoup de ces discours dans le théâtre, par exemple. Et je lui disais qu'aujourd'hui, de mon point de vue, un des modes d'expression les plus intéressants de ce point de vue-là était la bande dessinée. Déjà parce qu'elle est traditionnellement moins lue et moins connue des élites. Or, nécessairement, ce qui est moins connu et moins lu par les élites laisse plus de place pour y dire des choses, je vais dire intelligentes, puisqu'ils ne sont pas soumis à leur avis. Et on retrouve beaucoup d'exemples dans la période récente. Je me limiterai à quelques-uns, mais qui me paraissent symptomatiques. Si on prend sur l'effet sur la société en général, je lui avais raconté une anecdote. Certains d'entre vous, les plus jeunes, ou ceux qui sont un peu plus âgés, qui ont des enfants, ont peut-être entendu parler d'un dessin animé qui s'appelait Olive et Tom en France. Vous suivez 2 joueurs de foot. Bon, la version japonaise s'appelait Captain Tsubasa. Quand la série a commencé à être publiée au Japon, il y avait 3 terrains de football au Japon. 20 ans après, le Japon organise une Coupe du Monde, le football est devenu le sport numéro 1, et pendant le début des années 90, Tsubasa était le prénom le plus donné aux garçons au Japon. Donc on peut voir véritablement une influence très importante. Et cette influence, du fait de l'interaction entre la narration littéraire au sens large et la société, se retrouve également dans le domaine du droit. Pour reprendre toujours, et là je vais vous montrer 2 petits exemples, au Japon, un manga sorti il y a quelques années qui s'appelait Say Hello to Blackjack racontait la vie d'un interne dans un hôpital. Ce manga a permis de cristalliser les problèmes du système de santé japonais et a amené au regard de la popularité qu'a connue l'œuvre
à une réforme du système de santé au Japon. Donc la modalité de représentation du système dans l'univers narratif a eu un impact sur la société. On retrouve la même chose en littérature. Il existait aux États-Unis des traitements de prisonniers qui étaient particulièrement inhumains et dégradants au regard de la terminologie actuelle, et un roman dont malheureusement, comme disait Pascal, on oublie toujours la référence au moment où on veut la mentionner, un roman qui décrivait justement ce type de roman, a amené un nombre d'États américains extrêmement important à abolir cette pratique. Donc on voit bien que les modalités de représentation par rapport au fait social et par rapport au domaine, on va dire, du droit en général, peuvent avoir une influence très forte. Et ça peut prendre d'autres formes. Si on prend une idée rapidement sur la désobéissance civile, l'idée de désobéissance civile qu'on retrouve dès la Boétie, chez John Locke et chez nombre d'auteurs, a été reprise dans une bande dessinée il y a quelques années qui s'appelait V for Vendetta, d'Alan Moore, que certains connaissent peut-être, qui a été adapté après en film. Dans V for Vendetta, l'Angleterre est une tyrannie et on a une personne qui a un masque et qui va remettre en cause le système au nom du principe de désobéissance civile. Le masque qu'il utilise, c'est le masque aujourd'hui qui a été repris par les Anonymous et qui se cache derrière ce masque-là avec cette référence à la bande dessinée qui elle-même était une référence intellectuelle à, j'allais dire, des idées politiques extrêmement fortes qui ont traversé et qui continuent à irriguer la réflexion depuis des siècles. Donc on voit bien qu'il y a de ce point de vue véritablement un intérêt à la question, et je suis très heureux de pouvoir co-organiser avec Pascal, qui m'a soutenu, poussé, porté avec son centre. Effectivement, je profite pour remercier Laura pour l'énorme travail qu'elle a fait, Sophie aussi pour son soutien de tous les instants. Et j'en profite également pour remercier mes étudiants qui sont venus alors que je ne les ai même pas trop menacés et qui sont relativement nombreux dans l'assistance. Donc je vous remercie à tous d'être venus et je ne vais pas être long pour laisser la parole à nos éminents collègues. Je vous remercie. Bien, alors, avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs comme Festival et particulièrement Alexis Lequignot et Pascal Richard pour leur invitation à parler dans ce colloque sur un très beau sujet. Je parlerai donc de la justice balzacienne d'un point de vue littéraire. Je regrette qu'il n'y ait pas davantage de littéraires dans la salle, mais comme on dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'événements en ce moment. Et mes collègues littéraires ont actuellement un colloque de 2 jours où ils parlent non pas du droit mais de la norme. Voilà, ce qui explique leur absence. Alors donc, si Balzac n'est pas le premier écrivain à avoir regardé du côté du droit, jamais le droit n'avait tenu une place aussi grande qu'avec Balzac, merci, qui découvre des poèmes et des drames dans le code. Et surtout, jamais il n'avait été affaire aussi sérieuse, puisque Balzac en fait non seulement n'en fait plus un élément du décor, un réservoir d'intrigues piquantes, mais le centre du motif. Et comme le dit Pierre Barberis, l'appareil de la justice n'est plus dans un coin du tableau, mais au centre même. Il est devenu la matière même de la littérature parce qu'il constitue l'arme suprême des nouveaux rapports sociaux. Alors, c'est dans cette perspective que moi j'inscrirai mon propos d'aujourd'hui, parce que c'est fondamentalement à la lumière des rapports sociaux et des nouveaux rapports sociaux tels qu'ils sont issus de la Révolution que Balzac pense la justice et le droit. Par justice, je n'entendrai donc pas ici justice sociale, qui n'a pas de réalité, même conceptuelle pour Balzac, mais je tâcherai de rapporter sa conception de la justice aux questions auxquelles s'affrontent les consciences contemporaines dans la France révolutionnée,
censé avoir œuvré dans le sens d'une plus grande justice, qui découle, ou qui devrait découler en tout cas de l'égalité, principe pilier de 89, ne serait-ce que parce qu'elle se traduit par l'égalité devant la loi. Ces questions donc touchent à l'organicité de la société, déjà mise à mal par la seule introduction de ces problématiques, dans la mesure où, pour Balzac, elles n'ont pas lieu d'être ces questions dans une société organique qui est par essence de droit. Et donc l'intrusion massive des questions à la fois juridiques et judiciaires dans le tissu même de la comédie humaine doit être regardée comme l'indice qu'on n'est plus dans une société de droit. Mais ce signe lui-même doit être plus largement contextualisé. Il doit être rapporté au bouleversement majeur qu'a constitué la Révolution, non seulement en matière sociale, mais jusque dans les mœurs, jusque dans les catégories de pensée. Dans son ouvrage fondamental sur Balzac, Théophile Gautier rapporte l'originalité du romanesque balzacien à la place qu'il accorde au droit. Dans Les Paysans, par exemple, il dit que les paysans offrent autant de péripéties que le siège de Troie, et par là, il met le doigt sur l'épopée de la modernité, dont les ressorts, contrairement à la grande épopée qui relève de la justice divine ou transcendante, sont appuyés par une justice humaine et c'est chicané. Cette entrée massive de la justice en littérature, elle est sensible au niveau des personnages, c'est-à-dire ceux qui la rendent. Il y a ceux qui gravitent dans ces sphères, il y a les juges, les auteurs, les avoués, les justiciables aussi bien sûr, et aussi au niveau des titres qui insistent spécifiquement, le contrat de mariage, la transaction, qui est le premier titre du colonel Chalbert, l'interdiction au sens juridique du terme. Et dès lors, la première question à se poser consiste à élucider d'où procède cette intrusion des intrigues judiciaires. De l'entrée, et pour Balzac de la chute, dans une société laïcisée où le droit divin a failli, c'est-à-dire avant l'ancien régime féodal, aujourd'hui la nouvelle société, où règnent sans partage les trafiquants en tout genre, avant les lois fondamentales du royaume et l'organicité de la société, et aujourd'hui le code Napoléon et la société civile. D'autant que la réalité de la justice est corrélative de celle de la police, et que si Balzac enchaîne les romans juridiques, il est aussi l'inventeur du roman policier, à entendre non pas dans ce sens de suspense d'aujourd'hui, mais bien de romans de la police, romans sur la police, de la police promue au rang de sujet, signe qu'elle est devenue un acteur incontournable des sociétés modernes, dont elle réalise avec la justice un instrument de gestion, comme le montre très bien Splendeur et misère des courtisanes, où police et justice s'appuient l'une sur l'autre pour soutenir l'État dans des intrigues dont Balzac suit les cheminements tortueux et les complications qui diluent les légitimités. Pour la police, c'est évident, et Balzac explore à l'envi les zones de non-droit où elle étend son action. Voilà comment Corentin, Peyrade et Cotenson, ces fiefs coquins qui ne valent pas mieux que ceux qui pourchassent, conçoivent leur mission. Alors, on n'a pas la citation de Vanille, nous comptons sur quelques voies de fait pour tuer Colin. Demain matin, on évite le procès, les frais de garde, la nourriture, et ça débarrasse la société. Les procédures, les assignations aux témoins, leurs indemnités, l'exécution, tout ce qui doit légalement nous défaire de ces garnements-là coûte au-delà des 1000 écus que vous aurez. Il y a économie de temps. Et Balzac de commenter, voilà de la police bien faite. Selon les vrais philanthropes, se conduire ainsi, c'est prévenir le crime. Voilà donc qui donne une certaine idée des relations dangereuses entre police et justice. Et pour la justice, justement, la justice est-elle du côté du droit? Rend-elle le droit? Pas sûr, à écouter l'interprétation qu'en retient Vautrin dans Splendeur et misère des courtisanes, de cette sentine puante et sanglante qu'on nomme la justice. Il est d'accord en cela avec le duc de Chaulieu dans les mémoires des jeunes mariés, pour qui il n'y aura plus que des lois pénales ou fiscales, la boucle sous la vie. On est donc très loin des pétitions de principe qui devaient asseoir un édifice social rénové et équitable, pétition que voilà renvoyée au rang d'imposture. On est d'autant plus fondé à en douter quand on observe le parcours d'un Vautrin aux idées bien arrêtées sur les ressorts qui meublent le monde, idée qu'il expose à Rastignac. Pour avoir bien réfléchi à la constitution actuelle du désordre social, il a reconnu qu'il n'y a pas de principe, il n'y a que des événements, il n'y a pas de loi, il n'y a que des circonstances. Voilà Rastignac édifié, il a de l'ambition, ça suppose une stratégie de carrière, or Vautrin va lui montrer ce que son ambition suppose. Nous avons une fin de loup, nos quenottes sont incisives, comment nous y prendrons-nous pour approvisionner la marmite? Nous avons d'abord le code à manger, c'est pas amusant, et ça n'apprend rien, mais il le faut. Soit, nous nous faisons avocats pour devenir président d'une cour d'assises, envoyer les pauvres diables qui valent mieux que nous avec travaux forcés sur l'épaule, afin de prouver aux riches qu'ils peuvent dormir tranquillement. De cette diatribe, qui est un discours d'initiation au monde et à ses lois, loi non écrite mais supérieure à la loi, il ressort que l'honnêteté ne sert à rien, parce que du côté de la vertu, il y a la misère. Rastignac retiendra la leçon, on connaît son parcours dans la comédie humaine, il vit le monde tel qu'il est, les lois et la morale impuissantes chez les riches, évident la fortune, l'ultima ratio mundi. Vautrin a raison, dit-il, la fortune est la vertu. Qu'il soit étudiant en droit, évidemment, n'en est que plus percutant. Vautrin va redoubler la leçon auprès de Lucien de Banpré en Splendeur et misère, dont la dernière partie
l'ancien Forçat, finir chef de la police. Alors bien sûr, il y a un précédent, c'est le précédent de Vidocq, qui lui-même a fini à la tête de la brigade de sûreté en 1811, mais le dit précédent n'explique pas tout. Et au-delà du cas particulier, ce sont les mutations structurelles que désigne Balzac, et c'est par là qu'il peut rencontrer Vidocq quand il disait qu'on nous dit s'il est un mensonge plus évident, une dérision plus amère que ces 4 mots, égalité devant la loi. Alors, l'égalité, l'équivalence structurelle qu'emporte la conversion de Vautrin, actée par le procureur général Granville, de chef des bandits en chef de la police, en dit long. C'est que même si les juges sont honnêtes, et il en est, Balzac en montre, il y en a un qui est admirable, c'est le juge Popinot par exemple, la justice ne peut qu'être l'organe du pouvoir. La justice ne peut qu'être une justice de classe. Balzac n'est d'ailleurs pas le seul à le dire. En 1830, au moment même où éclatent les journées de juillet, Stendhal retravaille les épreuves du rouge et noir à la lumière des événements. Et l'on sait le discours que Julien Sorel adresse à ses juges, discours décapant, discours de la conscience qui est avant tout conscience de classe. J'en avais mis une citation parce que demain, Laurent Bennett en parlera plus savamment que moi, mais vous l'aurez peut-être tout à l'heure. Les juges, au reste, sont nommés par leurs protecteurs et leur carrière est fonction de leur docilité, du degré de compromission qu'ils peuvent accepter. Popinot, donc, homme véritablement supérieur, que ses fortes études de droit font repérer par l'administration impériale, c'est Cambacérès en l'occurrence, est inscrit l'un des premiers pour siéger à la cour impériale de Paris. Mais Popinot, je cite toujours, n'était pas intrigant. À chaque nouvelle exigence, à chaque nouvelle sollicitation, le ministre reculait Popinot, qui ne mit jamais les pieds, ni chez l'archi-chancelier, ni chez le grand juge. De la cour, il fut exporté sur les listes du tribunal, puis repoussé jusqu'au dernier échelon par les intrigues des gens actifs et remuants. Voilà donc Popinot paré, et cela d'autant plus qu'il est compétent et consciencieux. Ce juge qui frappait des injustices profondes, qui couronnait ses luttes, où tout dessert honnête homme, où tout profite au fripon, concluait souvent, c'est toujours Balzac, contre le droit, merci, en faveur de l'équité. En cela, il est d'accord avec Victor Hugo, qui se déclare pour le droit contre la loi lorsqu'il s'agit d'arracher l'amnistie des communards. Si Vautrin objective dans la pratique et dans son discours l'efficacité sociale, Popinot abrite la conscience de Balzac. Et quand même l'idéologie balzacienne est loin d'être révolutionnaire, l'idéologie textuelle enferme ce possible. Car Popinot est d'emblée un grand jurisconsulte, un profond criminaliste. Ses capacités lui permettent d'apercevoir les résultats judiciaires, mais sans en voir les causes. Ces causes, pourtant, ne sauraient rester cachées à un homme aussi profond, et ces causes sont sociales. C'est en sortant de son monde, c'est en montant dans les greniers, en apercevant les misères, que Popinot percevra le fond de la société. Ces misères qui fournissent aussi la matière des Misérables, c'était le premier titre obtenu par Hugo, qui s'ouvre sur l'évasion de Jean Valjean, condamné à 20 ans de bagne pour avoir pris un pain. Victor Hugo, lui, n'hésite pas à instruire le procès de la société, à montrer que ce sont les injustices sociales qui produisent le crime. Aussi Jean Valjean de se constituer un tribunal. S'il reconnaît le vol, il se demanda s'il était le seul qui avait eu tort dans sa fatale histoire. Si d'abord ce n'était pas une chose grave, qu'il eût, lui, travailleur, manqué de travail, lui, laborieux, manqué de pain. Si ensuite la faute commise et avouée, le châtiment n'avait pas été féroce et outré. S'il n'y avait pas plus d'abus de la part de la loi dans la peine, qu'il n'y avait eu d'abus de la part du coupable dans la faute. C'est un questionnement qui va très loin, qui rétablit la question sociale dans sa responsabilité, quand Jean Valjean se demande si la surcharge de la peine n'était point l'effacement du délit, et n'arrivait pas à ce résultat de retourner la situation, de remplacer la faute du délinquant par la faute de la répression, de faire du coupable la victime et du débiteur le créancier, et de mettre définitivement le droit du côté de celui-là même qui l'avait violé. Et c'est précisément la fréquentation des Jean Valjean, de ces travailleurs laborieux mais miséreux, qui conduit Popinot aux mêmes conclusions. Philanthrope, parce que Balzac ne peut pas imaginer d'autre issue sociale, c'est par son action aux côtés des plus démunis que celui que Balzac appelle un Saint-Vincent de Paul des ouvriers souffrants, veillait à tout, prévenait le crime, donnait de l'ouvrage aux ouvriers inoccupés. C'est dire ainsi que le crime n'est pas une affaire de morale, mais de morale sociale, et l'intègre Popinot va être saisi d'une affaire dans l'interdiction, affaire privée qui traduit le bouleversement de la société. Affaire où l'on espère sa complaisance. La marquise d'Espard, une des reines du faubourg Saint-Germain, cherche à faire interdire son mari au motif qu'il serait devenu fou. La preuve, il dilapide son patrimoine au profit d'une femme qui en plus est un véritable laideron, c'est qu'il ne sait même pas choisir ses maîtresses. Alors la marquise, familière de Rastignac, envoie son camarade Bianchon, qui est le neveu de Popinot, s'entremettre auprès de l'honnête juge, qui vient d'être commis juge d'instruction dans cette affaire. Mais on n'achète pas Popinot. Dans son enquête, Popinot sonde le mystère de l'affaire. Le marquis n'est pas fou, cette femme n'est pas sa maîtresse. S'il lui remet de l'argent, c'est qu'il a appris que sa famille tenait sa fortune d'une captation, intervenue au moment où Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes.
et a confisqué les biens des protestants. Cette dame est la descendante des protestants qui ont été floués au bénéfice des ancêtres du marquis, et le marquis lui-même est aussi intègre que Popinot, et il s'emploie à la dédommager. Il est donc lui aussi au service de la justice, sa femme le sait, mais elle n'en a cure, emportée par l'empât du diable. Si la nouvelle se finit sans qu'on connaisse le verdict, on apprendra dans Splendeur et misère que fait rarissime chez Balzac, la justice l'a emporté, même si c'est par la bande, puisque c'est Lucien de Rubempré qui, en débutant l'affaire, a fait échouer le plan de la marquise. Pourtant, pour un Popinot, combien de Camusot, son pendant négatif? Popinot est un apax, c'est Camusot qui est dans le sens de l'histoire. Camusot, c'est le juge arriviste qui débute juge d'instruction à Alençon dans le cabinet des Antiques et qui doit sa promotion au fait d'avoir servi les puissants. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur, il est appelé à Paris. C'est là qu'on le retrouve dans Splendeur et misère, où il est chargé d'instruire l'affaire Herrera de Rubempré, éminemment politique. Vautrin, sous le nom de Herrera, s'est lancé par Lucien interposé dans une entreprise de conquête sociale qui passe par la conquête du Faubourg Saint-Germain, et pour cela, Lucien doit épouser dans ce milieu. Sauf que pour se soutenir dans ce milieu, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. D'autant que Lucien, qu'on connaît comme Lucien de Rubempré, est au départ Lucien Chardon, et que si sa mère est une Rubempré, il faut racheter la terre et que ça coûte 1 million. C'est le prix à payer pour parvenir, pour épouser Clotilde de Grandlieu. Et pour cela, Vautrin a un plan. Lucien est un gigolo, il se fait aimer, il vit une histoire d'amour avec une courtisane, Esther, dont l'homme le plus riche de la comédie humaine, le grand banquier Nucingen, tombe éperdument amoureux. Pour Vautrin, qui est à court d'argent, c'est inespéré, on va lui vendre, on va le faire banquer pour les faveurs d'Esther. Mais Vautrin et Lucien ont des ennemis qui vont travailler à les perdre. Ces ennemis instruisent des grands lieux de la provenance de l'argent de Lucien. Il faut manquer le mariage, parce qu'un grand lieu issu de la plus haute aristocratie ne peut avoir ouvertement pour gendre un macro. Et les intrigues de la police secrète font tomber Lucien et Vautrin, et la justice s'en mêle. Les voilà arrêtés, et Camusot donc instruit l'affaire. Quoique moralement bien coupable, rien n'est perdu, parce que la duchesse de Mauprigneuse, qui s'intéresse à Lucien depuis le cabinet des Antiques, met son réseau dans la balance et achète ouvertement le juge d'instruction Camusot, qu'elle parle de recommander au roi. Lucien aussi pour appui Madame de Sérisy, qui est la femme d'un haut personnage de l'État, et c'est là son meilleur argument, plutôt celui de Vautrin, qui détient des lettres d'amour très compromettantes adressées à Lucien par toutes les grandes dames du Faubourg Saint-Germain, dont il pense user comme d'un moyen de chantage pour provoquer, pour faire craindre un chantage sexuel qui rejaillirait sur tous les plus hauts personnages de l'État. Elles ont évidemment contre elles la marquise d'Espard, dont on a fait la connaissance dans l'interdiction, qui ne pardonne pas à Lucien son intervention et qui veut le voir finir sur l'échafaud. Alors Camusot donc interroge, parce que c'est certainement pas par amour de la justice, interroge en niais consommé qu'il est, ces personnages de manière à les faire avouer. Vautrin bien sûr n'avoue pas, mais Lucien oui. Et s'ensuit un conciliabule dans le bureau du procureur général. Madame de Sérisy vient hanter le palais de justice. Le procureur Granville s'arrange pour la laisser seule avec Camusot. Elle lui arrache les interrogatoires, elle les brûle. Les preuves sont perdues, tout va bien. Tout le monde plaisante de la tournure que prennent les événements. Arrive le monsieur de Sérisy, qui a le malheur d'aimer sa femme. Et Granville, le procureur, qui est son ami intime, parle pour la première fois, dit-il, de transiger. Tout est sauf, Lucien sera blanchi et libéré. Sauf la justice. Maintenant, voyons si la justice souffre de ces mesures, s'interrogent quand même ces graves magistrats, pour conduire par la négative. Si Jacques Collin est bien le forçat qu'ils recherchent, eh bien ils auront d'autres occasions de le repincer. Je passe sur une citation que je vous montrer. Heureusement qu'on a rappelé un peu plus tôt, pour s'en féliciter, l'indépendance de la justice, grandeur de nos institutions nouvelles, dit-on. Mais cette belle combinaison va échouer, parce que Lucien ignore ces combinaisons, et déshonoré, il a trouvé en lui suffisamment de ressources pour laver son honneur par un suicide. La Camusot désespéré, qui craint d'avoir mécontenté les puissances proches du pouvoir, que sont les Sérisy, les Mauffrineuses, les grands lieux, sauf que sa femme Fufibouche lui fait remarquer que pas du tout, et qu'il les tient, parce que tous sont compromis, et que par là son avancement est assuré, pour peu quand même qu'on ne lui vole pas l'affaire, en nommant un autre juge d'instruction, comme on avait dessaisi Popinot, à son profit dans l'interdiction. Voler. Le pouvoir judiciaire est devenu juteux, c'est une occasion de profit, c'est un tripotage. Et c'est peut-être le champ judiciaire qui aide le mieux à percevoir combien Balzac se fait peu d'illusions sur l'idéal démocratique. Loin de considérer la justice comme un instrument au service de l'ordre, il constate qu'elle ne sert que l'ordre établi, que la légalité n'est pas la justice, que c'est une coquille vide qui habite les circonstances. De là l'importance d'un personnage comme Vautrin, personnage des plus ambivalents, car s'il sert à Balzac de truchement pour dénoncer les injustices sociales, le défaut de moralité, il se garde bien de vouloir renverser l'ordre social, il met toute son ambition à tirer au contraire un maximum de profit personnel du désordre établi. Qu'il n'est rien d'un révolutionnaire, on en veut pour preuve sa collusion avec le pouvoir en place, Vautrin, in fine, s'avère bien un collaborateur.
c'est que la société est un bourbier. Ceux qui s'y crottent en voiture sont d'honnêtes gens, ceux qui s'y crottent à pied sont des fripons. Ayez le malheur d'y décrocher n'importe quoi, vous êtes montré sur la place du palais de justice comme une curiosité. Volez 1 million, vous êtes marqué dans les salons comme une vertu. Vous payez 30 millions à la gendarmerie et à la justice pour maintenir cette morale-là. Jolie, dit Vautrin. Ce pourquoi Balzac pourra dire dans Splendeur et misère des courtisanes que Nucingen a été Jacques Collin légalement dans le monde des écus. Ce qui va très loin. Le vol donc est loin d'être l'apanage des basses classes de la société, contraintes d'y sacrifier pour survivre ou pour faire vivre leurs enfants, comme on l'a vu avec Jean Valjean. Entre un voleur de grand chemin et un magnat respecté, il n'y a qu'une différence, d'habileté, le vrai talent étant de maquiller la forfaiture. Les voleurs d'ailleurs n'ont-ils pas leur utilité sociale? S'ils venaient à disparaître, alors disparaîtraient avec eux policiers, gendarmes, magistrats, notaires et avoués, avocats et geôliers. Que de professions reposent sur la mauvaise foi, le vol et le crime, dit Balzac. Les ennemis de l'ordre social profitent de ce contraste pour japper après la justice et se courroucer au nom du peuple de ce qu'on envoie aux galères, un voleur de nuit et de poules, dans une enceinte habitée, tandis qu'on met en prison à peine pour quelques mois un homme qui ruine des familles en faisant une faillite frauduleuse. Et ces hypocrites savent bien qu'en condamnant le voleur, les juges maintiennent la barrière entre les pauvres et les riches, qui renversés amènerait la fin de l'ordre social, tandis que la banqueroutier, l'adroit capteur de succession, le banquier qui tue une affaire à son profit, ne produisent que des déplacements de fortune. Alors évidemment, c'est dans la bouche de Vautrin, donc dans Dandy, que Balzac met ses propos. Il n'empêche qu'il raisonne. L'important, c'est l'argent, c'est qu'il circule. Et à la vérité, ces termes mêmes sont biaisés. C'est que l'ordre social dont il est question, c'est ici l'ordre financier, l'ordre capitaliste. Votre société n'adore plus le vrai Dieu, mais le veau d'or, ne cesse de dire Balzac. Et Vautrin est finalement un enfant de ce siècle, du siècle où Guizot a élevé l'enrichissez-vous à la hauteur d'un dogme. C'est ce qui explique aussi la prolifération des personnages de notaires chez Balzac, qui témoignent du renouvellement de base sociale opérée, profession dont les représentants se partagent exactement comme pour les juges entre intègres et crapules. Et dans cette société où tout tourne autour de l'argent, le personnage du notaire qui en règle la transmission est naturellement destiné à occuper une place. Cette importance accordée au droit dans la comédie humaine est servie par la connaissance intime que Balzac a de la discipline, de ses ressorts, connaissance qui lui vient de ce qu'il a été lui-même étudiant en droit de novembre 1816 à juin 1819, une voie qu'il a suivie avec plus de sérieux qu'on le dit notamment, donc son baccalauréat de droit en poche, il a travaillé d'abord dans une étude, d'abord pour un clerc, puis pour un avoué, et il a une connaissance du droit théorique et pratique qui lui permet de revendiquer, cette citation est très importante, nos codes ont été l'objet, c'est dans l'envers de l'histoire contemporaine, de travaux importants, mais tous ces traités n'étaient que de la jurisprudence. Personne n'avait osé contempler l'œuvre de la Révolution ou de Napoléon, si vous voulez, dans son ensemble, étudier l'esprit de ces lois, les juger dans leur application. C'est là mon ouvrage en gros. Il est intitulé provisoirement « Esprit des lois nouvelles », donc pour la comédie humaine. Alors, la question qui se pose, sur laquelle j'irai très vite pour terminer, est la suivante. Le Code civil est-il adapté aux mœurs de la société qu'il prétend régir? À cette question, l'observateur des mœurs qu'est Balzac fait entendre une claire sanction dans Splendeur et misère des courtisanes. La réforme du Code civil est en quelques points urgente. C'est évidemment pas tant dans un roman où Balzac avait placé le Code d'instruction criminelle au-dessus même du Code civil. Le droit rend compte des ressorts qui meuvent la société, c'est le nouveau fondement de cette société elle-même refondée, et celui donc qui se veut historien des mœurs, sensible aux problèmes nouveaux qui se posent, en particulier le problème de la famille, le problème de l'individualisme, de l'égalitarisme, ne pouvait passer à côté du droit. Balzac a parfaitement aperçu les contradictions du Code, héritier du droit intermédiaire et individualiste, et soucieux de refonder un ordre social, c'est sous la seule autorité du père, à partir donc d'une conception étroite de la famille, qui devient alors le lieu de toutes les tensions, de tous les dangers, alors que le droit est censé protéger, comme jamais auparavant, les individus en leur offrant la garantie de la loi. Quoi de plus légal qu'un contrat? Or, que met en scène un roman comme le contrat de mariage, qui est un total reniement de la morale, qui dit au passage qu'il peut être beaucoup plus dangereux de mettre les pieds dans une étude de notaire que dans un quartier ouvrier. Il en est donc de la justice comme de l'ensemble de la société. Il faut manger ou être mangé. Au total, c'est toute la comédie humaine qui peut être regardée comme une série d'applications du Code civil ou en suppôt de l'ordre. Balzac entreprend de dénoncer sans relâche les méfaits de l'égalitarisme et de l'individualisme défendus par le Code civil en droit privé et par le système représentatif en droit public. Alors, Balzac a pu trouver matière à ces intrigues dans les enseignements qu'il a suivis, mais il y a aussi un problème conjoncturel que je voudrais soulever, qui est lié à la mort subite en décembre 1818 du professeur de procédure civile et criminelle Eustache, Nicolas Pigeot, qui a eu pour conséquence de transférer la charge de ses enseignements à son suppléant, Nicolas Bavoux, si controversé que ses cours feront fermer la faculté de droit en 1819.
Et il professait en effet une conception inhabituellement large du Code civil. J'en cite un exemple. À quoi sert que la Charte donne pleinement la liberté individuelle si nos lois secondaires fournissent 1000 moyens de nous en priver? À quoi sert l'inamovibilité du juge si ces mêmes lois offrent toutes les facilités de l'enlever? De quel intérêt est la représentation nationale pour le peuple si l'élection n'en est confiée qu'à une poignée de riches privilégiés? Alors je crois qu'il y a là véritablement la pensée qui verticalise la comédie humaine, alors avec de tout autre présupposé idéologique, il est vrai, Balzac se fait par exemple dans le curé de village, le théoricien du droit naturel, mais il rencontre avec toutes sortes de contradictions dialectiques les conclusions de Bavoux. Alors je saute là encore sur une citation. Balzac ne croit pas que le droit puisse moraliser la société parce que cela supposerait une foi dans le progrès social collectif qui lui est absolument étrangère. Témoin Rastignac, qui comprend vite donc que le véritable code social est ailleurs et que la réussite ne tient pas à la pratique de la loi ni ne dépend de son respect. On a vu tout à l'heure que si pour Vautrin le code à manger ça n'est pas amusant et ça n'apprend rien, Rastignac va réussir à avoir au contraire su s'assimiler à un autre code, droit parisien dont on ne parle pas, quoi qu'il constitue une haute jurisprudence sociale qui, bien apprise et bien pratiquée, mène à tout. Alors, je terminerai là-dessus. Rastignac et Vautrin servent à Balzac de truchement pour explorer les zones de non-droit que régit un autre droit, celui du plus fort. Et il n'est pas sûr, à voir le parcours de Vautrin, qu'il ne soit pas la lettre ultime du droit. Derrière cette figure de Vautrin, derrière son parcours, les enjeux métaphysiques qui, dans la réversibilité du bien et du mal qu'on a vu, interrogent le vertige des libertés qui s'aliènent elles-mêmes, fruit véreux pour Balzac de la Révolution, le droit serait ainsi un contournement du droit, du moins pour ceux qui, comme les mouches de Blondet dont il parle dans ce grand roman du Capital qu'est La Maison Lucilienne, du moins donc pour ceux qui ne se laissent pas prendre dans le filet du commun. Les lois sont des toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites. Alors, on touche là du doigt, et je m'arrêterai là-dessus, sur cette force, celle du capital, force suprême qui fait que la loi, telle que le législateur la fabrique aujourd'hui, n'a pas toute la vertu qu'on lui suppose. Elle ne frappe pas également le pays, elle se modifie dans ses applications au point de démentir son principe. Donc, je vous remercie. Muchas gracias a la profesora Bebé, que como ven ustedes ha padecido las consecuencias de la materialidad, ¿no? Gracias por este paseo, este promenade, exploración difícil, dado el tamaño del terreno, como es comedia humana. Yo quiero decir a la profesora que mis alumnos de la Facultad de Derecho de Málaga han leído el año pasado una pequeña obra de Balzac, discutida respecto de su autoría, como es el Tratado de Derecho Comercial. Un pequeño juego muy interesante para los tiempos de crisis, ¿no? Sin duda abordar la figura de Balzac, una relación entre derecho y literatura, es abordar nada más, nada menos que el romancier. Bueno, por tanto, agradecido por su esfuerzo y la revisitación sobre aspectos como legitimidad, espíritu de las leyes, grandes críticas, severas críticas, profundas críticas al Código Civil, napoleónico, y también al propio concepto de la autenticidad, ¿no? Agradecido por su intervención y esperemos que en las próximas se haya resuelto en una medida los inconvenientes materiales que todos los inicios tienen. Gracias. En temps de crise, je recommande particulièrement la lecture de La Maison du Cygne. Ah. C'est véritablement, c'est véritablement un roman tout à fait contemporain. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, à la parole, Monsieur Slim Rahman, professeur de l'Université de Tunis, faculté de sciences juridiques et politiques et sociales, qui parlera sur le poids du livre, le droit dans la littérature des langues
Merci, Monsieur le Président. Trois précisions préliminaires s'imposent vu le titre de cette communication. La première a trait à la période retenue, celle de l'islam classique. Elle correspond à ce que l'historien de l'islam, M. Dominique Sourdel, nommait l'islam classique, l'islam médiéval, mais que nous préférons nommer l'islam classique, étendant ainsi le champ que donne Mohamed Akoun à cette expression. Si, du fait du jugement de valeur qui s'y est incorporé, le concept et l'expression Moyen-Âge est de nos jours évité si l'on veut rendre compte de l'histoire occidentale, à plus forte raison l'est-elle quand il s'agit de la civilisation arabo-musulmane. Elle n'y a même pas le sens descriptif de civilisation ou de période intermédiaire entre le classicisme gréco-romain et la modernité, ce qu'on peut lui découvrir quand on l'emploie pour rendre compte de l'histoire de l'Occident. Du 7e siècle au 13e siècle après Jésus-Christ, on assiste à la naissance, à la grandeur et à la décadence de la civilisation arabo-musulmane. Au 3e siècle de l'Hégire, qui correspond au 9e siècle de l'ère chrétienne, Haroun al-Rachid, qui était alors le calife, était encore plus puissant que ne l'avait été Alexandre le Grand ou Auguste. 3 siècles plus tard, en 1251,